Avoir permis de traiter ce sujet. Leur tête, mon ami Younes et mon maître professeur Fassi. Donc on va traiter. Alors, ça passe très bien. Donc on va parler de l'allergie et la grossesse pour dire que les maladies allergiques peuvent toucher jusqu'à 30% des femmes en âge de procréer. Et bien que le risque des maladies allergiques soit plus élevé chez les hommes pendant l'enfance, pendant l'adolescence, il y a eu un glissement vers les femmes, donc où, il y a les maladies allergiques sont plus fréquentes. On assiste pendant la grossesse à une augmentation des réponses de type 2, TH2, ce qui pouvait aggraver les manifestations de la maladie allergique. La rhinite, l'asthme, la dermatite atopique, l'allergie alimentaire représentent les phénotypes les plus importants qu'on va traiter durant cette présentation. Les données de sécurité sur les médicaments anti-allergiques pendant la grossesse sont limitées. Le manque d'informations et les inquiétudes des patientes enceintes exigent des conseils sur les bénéfices des médicaments anti-allergiques et les risques potentiels et connus de ces médicaments. Cela inclut en plus les informations sur le risque pour la mère et l'enfant d'aggravation de la maladie en l'absence de traitement. Donc il faut un équilibre entre les traitements et l'observance thérapeutique au cours de la grossesse. Au cours de la grossesse, il y a des modifications physiologiques qui vont aboutir à une... Alors ça... Le pointeur. Donc au cours de la grossesse, donc, il y a des modifications physiologiques qui vont aboutir à une augmentation de la dyspnée, une petite alcalose respiratoire, une légère alcalose respiratoire causée par une augmentation de la ventilation minute, une augmentation du volume courant qui peut aller jusqu'à 40-50%, une augmentation c'est-à-dire une déviation, une élévation plutôt du diaphragme qui va contribuer davantage à cette dyspnée chez la femme enceinte. Et puis il y a des manifestations des voies aériennes supérieures causées par l'hyperémie et la congestion de la muqueuse qui va donner ce qu'on appelle la rhinite allergique. Donc toutes ces modifications vont aggraver l'état d'une patiente qui est déjà porteuse par exemple d'un asthme ou d'autres maladies. On va traiter sujet par sujet. On commence par l'asthme. Le gros morceau va être l'asthme parce que c'est la maladie qui pose le plus de problèmes au cours de la grossesse. C'est la maladie chronique la plus fréquente chez la femme enceinte. 3 à 12% des femmes enceintes ont de l'asthme. Et 42% des femmes enceintes pensent que les médicaments anti-asthmatiques sont tératogènes. Ça pousse à peu près 20% des femmes à réduire leur traitement de l'asthme, surtout au premier trimestre de la grossesse. Alors les femmes enceintes, donc la loi de 1/3, c'est des études anciennes d'avant l'année 2000. On a eu d'autres travaux, c'est-à-dire de 2010, 2015 qui parlent un petit peu moins, mais je pense pour retenir, c'est la loi de 1/3. 1/3 vont s'aggraver, 1/3 vont avoir un asthme qui reste stable et 1/3 vont avoir un asthme qui va s'améliorer. Il y a des études qui montrent que l'aggravation, moins de 1/3, c'est environ 18% dans une étude nouvelle. Alors, quel est le risque de l'asthme sur la grossesse? Il y a un risque maternel, un risque fœtal sur la femme. Donc, il y a un risque de diabète gestationnel, de césarienne, d'hémorragie postpartum, d'hémorragie de prépartum aussi, de placenta prévia, d'écoulement placentaire et de rupture prématurée des membranes. Bien sûr, avec un ordre ratio qui n'est pas très important, mais quand même, il y a une augmentation, comme vous l'avez vu dans cette étude, de tous ces risques au cours de la grossesse. Pour le fœtus, donc, il y a une augmentation du risque de petits poids de naissance, de retard de croissance intra-utérine, de la prématurité et de quelques malformations, de fente labiale en particulier, avec ou sans fente palatine. Alors ces risques surviennent surtout chez les femmes qui vont faire des exacerbations au cours de la grossesse. Exacerbations de la grossesse sont proportionnelles à la gravité de la maladie, comme on va le voir dans certaines études. Il varie de 13 à 52% pendant la grossesse. Il faut savoir qu'environ 10% des femmes asthmatiques vont utiliser la corticothérapie orale au cours de la grossesse à cause d'une exacerbation. Ces exacerbations surviennent le plus souvent au 2e et 3e trimestre, avec un pic au 6e mois de la grossesse. Les exacerbations péripartum
et postpartum sont moins fréquentes à cause donc, de la sécrétion des prostaglandines au cours donc, de l'accouchement qui ont un effet protecteur contre l'asthme. Alors, quels sont les facteurs prédicteurs de crise d'asthme pendant la grossesse? C'est surtout de la gravité de l'asthme, on va le voir dans l'étude, le tabagisme maternel de la femme enceinte, la rhinite qui n'est pas maîtrisée et l'obésité. Donc, dans cette étude qui montre qu'il y a 40 à 50% des femmes enceintes asthmatiques qui ont une perte de contrôle de leur maladie. Ce perte de contrôle est d'autant plus important chez les malades qui ont un asthme. Je sais pas, le pointeur ne marche pas. Si. Il est où? Voilà, un asthme léger, un asthme modéré sévère. Alors, concernant même l'hospitalisation, les visites inopinées, la corticothérapie orale, les exacerbations et les symptômes durant l'accouchement. Donc, par rapport entre les légers et modérés, pour ne prendre que les exacerbations, par exemple 12% contre 25%, et puis 51% pour les asthmes sévères. Donc, 50% des femmes enceintes qui ont un asthme sévère vont faire des exacerbations au cours de leur grossesse. Alors, ces exacerbations, bien sûr, selon cette étude canadienne qui a pris quand même un lot de 103 000 grossesses uniques chez des femmes asthmatiques, les crises d'asthme postpartum étaient associées avec un taux significativement plus élevé de malformations congénitales, de prématurité, de faible poids de naissance, de pneumonie, d'asthme, d'hypertension induite par la grossesse et de prééclampsie. Comme le montre ça, donc les malades non asthmatiques en gris par rapport aux asthmatiques en noir, donc et les malformations et les prématurités, le faible poids de naissance, donc tout ça, les pneumonies et l'asthme, tous sont augmentés chez les femmes qui ont de l'asthme par rapport aux femmes qui n'ont pas de l'asthme. Alors, un autre point très important, on l'a dit à l'introduction, c'est l'effet de la grossesse sur l'observance. Le taux de prise de traitement de fond de l'asthme diminue de 17 à 30% au cours du premier trimestre, par manque d'informations, par inquiétude quant à la sécurité des médicaments, par un désir entre parenthèses d'une grossesse entre parenthèses naturelle. Donc le personnel de santé doit être en mesure de répondre aux questions de ces femmes se posant sur la poursuite des traitements contre l'asthme et leur innocuité tout au long de la grossesse et de l'allaitement. Alors, on arrive à la prise en charge de l'asthme pendant la grossesse qui a pour objectif de contrôle des symptômes, la prévention des crises d'asthme, la préservation de la fonction pulmonaire normale et surtout aussi maintenir une bonne oxygénation fœtale. Ça commence par des interventions non pharmacologiques, l'éducation thérapeutique, identifier et éviter les déclencheurs de l'asthme, comprendre le rôle des différents traitements prescrits, encourager l'observance des médicaments, garantir une technique d'inhalation correcte, enregistrement et surveillance du débit des pointes et suivre un plan d'autogestion de la maladie. Les traitements pharmacologiques seront adaptés au contrôle de la maladie. Si la malade ou si l'asthme est équilibré, il n'y aura pas de modification de traitement de fond. On ne va pas faire de step up ou step down au cours de la grossesse. La grossesse doit être l'occasion de revoir le traitement. Traiter les comorbidités, c'est très important, on va le voir. Et le suivi pneumologique doit être régulier. On va voir le suivi pneumologique au cours de la grossesse, donc un programme de suivi individuel dès que la grossesse est envisagée. Alors pour les traitements, pour les médicaments, les traitements pharmacologiques sont au cœur de la gestion de l'asthme. Le traitement de l'asthme, il faut savoir que le traitement de l'asthme ne diffère pas chez les femmes enceintes, donc c'est le même traitement. L'innocuité et l'efficacité de poursuivre des médicaments contre l'asthme doivent être renforcées dès possible. Lors de l'introduction d'un nouveau traitement, avant ou pendant la grossesse, choisir les molécules à profil de sécurité le plus rassurant. On va le voir. Dans la mesure du possible, les formes inhalées seront privilégiées du fait de leur faible passage systémique. Alors, qu'en est-il pour le traitement des exacerbations? Alors, 90% de la prédnisolone est métabolisée par le placenta avec seulement 10% qui vont atteindre le fœtus. Une courte cure de corticothérapie à dose adéquate,
près 40 mg chez l'adulte, de prédnisolone par voie orale peut être utile pour une exacerbation aiguë. Donc, utiliser une dose adéquate et une dose, on va dire, courte. L'avantage de son utilisation l'emporte largement sur la préoccupation potentielle parce qu'on parlait de fente labiopalatine accrue par l'utilisation systémique de corticoïdes au long cours, mais ça c'est sujet de controverse. Mais par rapport au risque de l'hypoxie fœtale causée par l'exacerbation, l'intérêt va l'emporter par rapport donc à ce risque controversé. Alors, qu'en est-il pour les bêta-2-mimétiques? Donc, bêta-2-mimétiques, les seuls par voie intraveineuse, on sait qu'on ne donne plus actuellement le traitement par intraveineuse par seringue autopulsée, donc on ne le donne plus dans le traitement de crise d'asthme, ou presque jamais. Les anticholinergiques, on peut les utiliser, il n'y a pas de problème. Ce qui est important, c'est hyperhydrater la malade et une bonne oxygénation doivent être larges chez la femme enceinte en exacerbation. Alors, les comorbidités. Chez la femme enceinte, il y a beaucoup de comorbidités. Et il y a de la rhinite qui peut être gestationnelle dans jusqu'à 22% des cas, le reflux gastro-œsophagien jusqu'à 50% des cas. L'obésité en Europe, on n'a pas d'études, on a quelques études marocaines où on a donc une augmentation de l'obésité jusqu'à 19%, en Europe donc 25% à 48%, la dépression dans 11% des cas, avec d'autres comorbidités, la BPCO, bronchectasie, le syndrome d'apnée de sommeil. Donc les comorbidités peuvent entraîner une aggravation des symptômes, donc le traitement actif de ces comorbidités est très important pour améliorer la symptomatologie de l'asthme aussi. Alors, on va arriver à la prévention. Tout d'abord, quel est le rôle de la mère dans l'apparition de l'asthme chez l'enfant? Donc, il faut prévenir l'apparition de l'asthme chez le nouveau-né. Donc, le tabagisme maternel au cours de la grossesse est un facteur de risque. L'apport maternel de sucre au cours de la grossesse, la consommation d'édulcorants, aussi. Le surpoids est impliqué dans la survenue de sifflements, mais pas d'asthme ni d'atopie au cours des 3 premières années de vie. L'allaitement jusqu'à 3 mois pourrait jouer un rôle protecteur par rapport à l'apparition de la BPCO et non pas de l'asthme à l'âge adulte. Pardon. Oui. Alors, quels sont les facteurs favorisants de l'asthme chez l'enfant? Le petit poids de naissance, qui peut être secondaire à un asthme non équilibré, prise de poids insuffisante, l'obésité aussi chez la femme, la prématurité, le fait que l'enfant est césarien, le fait que provienne d'une césarienne, le tabagisme, on l'a déjà dit, et la carence en vitamine D aussi. Alors, pour prévenir le développement de l'asthme chez l'enfant, arrêt tabac, on a vu donc le tabac partout. Un bon contrôle de l'asthme pendant la grossesse pour éviter donc la prématurité et tous les facteurs favorisant de l'asthme. L'allaitement maternel plus de 3 mois, au moins 3 mois, qui va prévenir les sifflements chez les moins de 4 ans, va diminuer le risque de dermatite atopique chez les enfants à risque d'atopie, mais ne protège pas contre les allergies alimentaires. Alors le régime alimentaire, un régime riche en vitamine D, en vitamine E, en zinc, en poisson et pommes, minimise le risque de sifflement après 5 ans. Mais pas d'intérêt de l'éviction des allergènes allergisants pour le moment. Donc le régime d'éviction pendant l'allaitement est efficace sur la dermatite atopique. Il y a cette étude récente qui montre qu'une supplémentation prénatale en vitamine D en acide gras peut prévenir. Alors c'est une méta-analyse de 95 articles qui montre que la supplémentation en vitamine D est associée à un risque réduit de respiration sifflante. Il est associé aussi à la tendance positive pour les acides gras oméga 3 pour l'asthme et pour la respiration sifflante, mais sans atteindre de signification statistique. Mais ni la vitamine D ni les acides gras oméga 3 n'ont été associés à une diminution de risque de dermatite atopique ou d'allergie alimentaire. Donc les études restent quand même controversées contre l'éviction et au régime alimentaire chez la femme enceinte pour éviter l'asthme, la dermatite atopique et les maladies allergiques. Alors le tabagisme est très important. Donc le tabagisme maternel est associé à une réduction du VMS chez l'enfant, augmente le risque de développer un asthme avant l'âge de 3 ans. Le tabagisme postnatal augmente la sensibilisation aux pneumallergènes et trophallergènes. Donc, le sevrage tabagique est important et intéressant et primordial durant la grossesse. Alors, dans une étude, donc 5 femmes enceintes sont mortes d'asthme au Royaume-Uni entre 2009 et 2015. Tous étaient des fumeuses actuelles. L'arrêt du tabac améliore le contrôle de l'asthme, la santé maternelle et l'évolution fœtale.
la grossesse est une grande opportunité idéale pour démarrer un programme de sevrage parce que jusqu'à 75% des femmes enceintes réussissent à arrêter de fumer à la fin de grossesse, contre, vous le savez, les meilleurs chiffres de sevrage tabagique atteignent difficilement 25 à 35%. Donc c'est une occasion d'or pour le sevrage tabagique chez la femme enceinte. L'éviction des allergènes. Alors l'exposition aux allergènes aéroportés et la sensibilisation sont courantes et contribuent souvent à l'aggravation des symptômes de l'asthme. Donc les mesures simples telles l'éviction des acariens, le contact avec les animaux domestiques, mais l'éviction des allergies aux acariens et aux alimentaires pourrait être bénéfique pour la femme enceinte, mais les études n'ont pas montré d'effet sur le risque d'asthme chez les descendants. Le suivi d'une asthmatique enceinte, donc le but principal de prise en charge, de contrôler de manière satisfaisante les symptômes à plus faible dose de corticoïdes, les femmes asthmatiques doivent être revues avant la conception et plus fréquemment jusqu'à l'accouchement. En principe, on fait une évaluation tous les mois. Alors, comme j'ai dit tout à l'heure, pas de step-down, sauf si le traitement était mal adapté. Donc, généralement, on garde le traitement, on ne fait pas de step-down. Généralement, tous les 3 mois, c'est la maladie contrôlée, on fait des step-down. Mais là, il faut garder le même traitement durant toute la grossesse. Alors, en prévision d'une grossesse, donc, on doit avoir une consultation préconceptionnelle donc pour s'assurer du bon équilibre, adapter éventuellement le traitement, informer la patiente sur l'importance d'une bonne compliance au traitement et en période d'épidémie de la grippe saisonnière, on va faire une vaccination antigrippale. Donc on a tendance à oublier la vaccination antigrippale. Alors pendant l'accouchement, avoir les médicaments de secours en salle d'accouchement, donc au moins les bêta-2-mimétiques, les corticoïdes. Pour le soulagement de la douleur, c'est les mêmes options. Donc, on peut faire les analgésiques, donc la péridurale. Les prostaglandins et ocytocine, on peut les utiliser. Si la patiente, donc deux notes très importantes, si la patiente utilise beaucoup de corticoïdes, 7,5 mg ou plus de corticothérapie pendant plus de 15 jours, au malade qui a fait plusieurs cures de corticothérapie répétées, il faut donner de l'hydrocortisone au cours de l'accouchement le premier jour. Donc on donne 100 mg d'hydrocortisone au équivalent toutes les 6 à 8 heures. Si utilisation forte de sabbat, là il faut donner, il faut doser le glucose, la glycémie chez le nouveau-né, surtout chez le prématuré. Donc ça c'est pour l'asthme, la rhinite. Alors la rhinite ne constitue pas de risque à l'enfant, donc l'anamnèse permet dans la plupart des cas de faire la distinction entre rhinite allergique et rhinite de grossesse. La rhinite de grossesse est liée à l'hyperémie, comme on l'a dit tout à l'heure, et à la congestion de la muqueuse nasale. Il peut aggraver bien sûr la rhinite nasale. Donc, ce qu'il faut faire dans la prise en charge, éviction des facteurs déclenchants. Le traitement de la rhinite allergique pendant la grossesse est similaire au traitement de la population générale, en commençant par les corticoïdes nasaux associés ou non aux antihistaminiques. On va voir les médicaments. La dermatite atopique, c'est la maladie cutanée la plus fréquente au cours de la grossesse. Le plus souvent, c'est une première manifestation apparaît au cours de la grossesse, mais dans 20% des cas, c'est une exacerbation d'une dermatite atopique déjà connue. Donc la prise en charge, donc j'ai pris donc, les recommandations de l'European Task Force on Atopic Dermatitis qui stipule que le traitement doit se faire par étapes, en commençant par les émollients, en ajoutant les corticoïdes de classe 2-3, sans dépasser une dose cumulée de 200 grammes. Puis, si le malade ne répond pas, on passe au tacrolimus. Donc, si le malade ne répond pas, on passe à la phytothérapie. Photothérapie, pardon, c'est pas la phytothérapie. Puis, si le malade ne répond pas, là, on va donner un traitement systémique, la cyclosporine corticothérapie orale. Bien sûr, 2 médicaments sont contre-indiqués au cours de la grossesse, le méthotrexate et le Celcept. L'urticaire, il y a l'urticaire aigu, donc là les causes sont connues, donc il faut traiter la cause, piqûres d'insectes, etc. L'urticaire chronique, il peut être secondaire, soit la pression, un frottement, une maladie auto-immune, une maladie thyroïdienne ou bien spontanée. Alors le traitement, là, on va donner un antihistaminique à dose usuelle, on va dire à faible dose. On ne va pas donner les fortes doses, les 4 comprimés par jour. Si réponse insuffisante, si le malade prend déjà donc le omalizumab ou prend déjà les fortes doses, on peut les garder. Alors, cette étude récente, l'étude UCAR, donc c'est une étude multicentrique, c'est 288 femmes. Ils ont pris tous les médicaments antihistaminiques de deuxième génération, de première génération,
à forte dose ou à faible dose, avec même l'omalizumab. Donc, on n'a pas trouvé de taux de complications plus important chez les malades, chez les femmes enceintes par rapport à la population en général. Le risque plutôt augmenté si les malades est à consulter aux urgences pour urticarie. Alors, l'anaphylaxie, donc la même prévalence, même cause. Alors, il y a même traitement, c'est l'adrénaline bien sûr. Il y a certaines recommandations. Donc, positionnement sur le côté gauche pour éviter la compression des vaisseaux par l'utérus gravide. Maintenir une perfusion utéro-placentaire adéquate par une pression artérielle supérieure à 90. Une bonne oxygénation de la femme et une surveillance de la fréquence cardiaque du fœtus. Alors, pour terminer, donc on va parler des traitements anti-allergiques au cours de la grossesse. Alors, pour les antihistaminiques, on donnait la chlorphéniramine, le Primalon, qui était le premier choix, mais actuellement, les médicaments de choix sont les antihistaminiques de deuxième génération, en particulier la cétirizine et l'oratadine. Pour les corticoïdes topiques, ce qu'il faut savoir, la triamcinolone a été décrite, on a décrit au cours du premier trimestre quelques malformations, donc à éviter. Le budesonide, c'est le médicament qui a deux choix, qui n'a aucun risque tératogène. Pour les corticoïdes topiques cutanés, on va donner plutôt donc les classes 2, 3, les puissants, les plus puissants, donc il y a un risque surtout en dose cumulée. La corticothérapie systémique, comme on a dit, on a décrit des fautes palatines secondaires, mais c'est un sujet de controverse. Si l'utilisation s'avère indispensable, il convient de choisir une dose aussi faible que possible, mais aussi élevée que nécessaire. Donc on préfère aussi le prénisolone, contre-indication de dexaméthasone, décadron, bétaméthasone, célestine, surtout au cours du premier trimestre. Le bêta-2-mimétique, il n'y a pas de problème, et pour le courte action et pour longue action, salmétérol, formoterol aussi. Les antileucotriennes, il y a une étude qui montre qu'il y aura peut-être un problème donc de tératogénicité des antagonistes. Toutefois, donc, ces données de sécurité sont limitées, donc surtout il ne faut pas initier le montelukast au cours de la grossesse. La même chose pour l'immunothérapie, ne pas initier l'immunothérapie spécifique allergénique, ne pas augmenter de dose. La dose utilisée jusqu'à alors peut néanmoins être utilisée, continuer à être administrée en cas de bonne tolérance et après évaluation du rapport bénéfice-risque. Alors, les médicaments biologiques, nous avons quelques études avec les anti-IgE, dans cette étude de 188 patients, donc, qui n'indiquait aucun risque accru de malformation. Donc le omalizumab doit continuer à être administré en se basant toujours sur le rapport bénéfice-risque individuel. Il ne veut pas être prescrit pour la première fois. Pour les autres biothérapies, on n'a pas d'études. Alors en conclusion, je dirais donc, le traitement pharmacologique, comme vous l'avez vu, est généralement similaire à celui des femmes non enceintes, mais surtout l'intérêt de l'éducation thérapeutique pour informer les femmes en âge de procréer, les femmes enceintes sur les risques potentiels et maintenir une meilleure observance du traitement qui est garant de meilleur contrôle de la maladie et par conséquent de meilleurs résultats pour la femme et pour son nouveau-né. Je vous remercie.